dans une grande partie du monde, eh bien, c'est le pays qui est à la tête d'un tel système politique qui dominera le monde. En un mot, on va passer de la Pax Americana à la Pax Sinica. On s'achemine directement dans ce sens. Monsieur Emmanuel Véron, vous avez bien souligné, expliqué la pénétration de la Chine au Cambodge. La Chine est le plus gros créancier du Cambodge, en même temps que le plus gros investisseur, bien entendu. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. La Chine n'a pas fait que investir au Cambodge, elle a investi le Cambodge. Et cette pénétration de la Chine, elle est irréversible. Elle sera de plus en plus profonde, avec des conséquences de plus en plus graves, et c'est irréversible. Pourquoi? Parce que la Chine a besoin du Cambodge pour en faire son premier bastion militaire dans ce collier de perles, cette chaîne de base chinoise le long de la route de la soie. Eh bien, le Cambodge représente un atout très important pour la Chine. C'est pour réussir sa domination, sa tentative de domination du monde, la Chine a investi le Cambodge et elle ne va pas relâcher le Cambodge. Pour Hun Sen, les relations avec la Chine, ce n'est pas seulement géostratégique ou géopolitique, ce sont des relations existentielles. Hun Sen, le régime de Hun Sen ne peut survivre qu'en adaptant le modèle chinois, le modèle de société, le modèle de gouvernement. Donc c'est un choix beaucoup plus fondamental. Je pense que l'Occident n'a pas compris. L'Occident se fait des illusions en pensant qu'il peut détacher le Cambodge de l'orbite chinois. Mais si ces relations deviennent existentielles, aucune aide financière, aucun engagement politique ne pourra changer la donne. Donc, pour le Cambodge, la Chine est vitale. Les relations, le vassal, c'est vital pour le Cambodge, pour la survie, pas pour le Cambodge, pour la survie du régime Hun Sen. Pour la Chine, le Cambodge a besoin d'une continuité, parce que l'option de Hun Sen de s'allier avec la Chine est très contestable. Elle sera contestée. Donc la Chine a besoin d'une stabilité politique, a besoin d'un Hun Sen fort qui ne survit qu'avec l'aide de la Chine. L'aide de la Chine est vitale. Donc la Chine continue de dispenser une aide vitale au Cambodge, et ça va beaucoup plus loin que ce qu'on le pense, parce qu'il y a des relations très étroites entre le crime organisé, le crime, la mafia chinoise, et la mafia n'est pas indépendante du système chinois. La mafia, le crime organisé, est un pilier d'un régime comme celui de Hun Sen. C'est un peu comme la Corée du Nord. La Corée du Nord survit grâce à une mafia, à des activités de terrorisme d'État, de trafic en tout genre. Eh bien, Hun Sen survit avec l'aide chinoise, l'aide directe ou l'aide indirecte à travers la mafia chinoise. Et ça rapporte beaucoup, parce que la mafia chinoise et même la mafia internationale, Hun Sen ouvre ses portes, donne des facilités à la mafia, parce que pour blanchir l'argent, la mafia qui récolte ses revenus de multiples sources, on en a énuméré un certain nombre, mais le chantage, le
l'extorsion de fonds, ça rapporte beaucoup d'argent. En ligne, ça se fait en ligne, mais on peut communiquer, on peut torturer, on peut faire entendre les cris de douleur à la personne de l'autre côté pour qu'elle paie. Sinon, ses parents vont souffrir. Dans ces cités contrôlées par la Chine, au Cambodge, nous avons des gens qui sont passés pour voir, il y a ces tachés de sang. Les immeubles sont tachés de sang, c'est des salles de torture. Donc, la mafia récolte beaucoup d'argent, elle a besoin de blanchir. Pour blanchir l'argent, elle a besoin d'un État légitime qui peut blanchir facilement. Et Hun Sen a donc besoin de la Chine, et la Chine a besoin qu'un système comme Hun Sen dure, parce qu'un nouveau régime, et surtout un régime à caractère plus démocratique, va remettre en cause l'option chinoise, l'option de s'allier à la Chine, qui est très dangereuse et qui porte, qui amènera de très lourdes conséquences. Donc, maintenant, qu'est-ce que l'Occident peut faire? L'Occident doit se rendre compte que l'option de Hun Sen, le régime de Hun Sen lui-même, représente un danger dans cette conférence des systèmes politiques qui va déterminer le contrôle du monde. C'est très important. Si on compare le Cambodge à une tentacule de la pieuvre chinoise, il est plus facile de couper une tentacule que de s'attaquer à la pieuvre elle-même. C'est couper une tentacule, vous pouvez le faire, mais à condition que vous vous rendiez compte des enjeux, vous vous rendez compte des prises de conscience. C'est une bataille globale, c'est une bataille de civilisation même, je dirais, de la survie de nos valeurs. C'est comme ça qu'il faut voir. Et Hun Sen se fait l'instrument d'un pays qui est aux antipodes de nos valeurs et qui sape les bases de notre civilisation. Et ça me fait peur quand on voit les progrès de l'intelligence artificielle. J'ai bien peur que l'intelligence artificielle va servir les autocraties des moyens de contrôle et de répression de plus en plus sophistiqués. On peut lire dans votre esprit. Donc, pour un régime de type chinois, c'est idéal de contrôler la population comme ça. Et Hun Sen est très admiratif que la Chine met en place ce système de contrôle et de répression de la population de plus en plus sophistiqué. Donc, Hun Sen dépend entièrement de la Chine à long terme pour la survie de son régime, et la Chine a besoin de la survie du régime de Hun Sen après Hun Sen. Les enfants de Hun Sen, et Hun Sen a dit, les petits-enfants de Hun Sen vont maintenir cette option pro-chinoise qui est un vrai danger, pas seulement pour l'Asie du Sud-Est, mais pour l'ensemble du monde. Donc il est temps que l'Occident s'en rende compte. Et sur le plan pratique, il ne faut pas donner la légitimité à Hun Sen. Hun Sen a tout sauf le soutien populaire et la légitimité populaire. Donc si l'Occident ferme les yeux, que Hun Sen manipule les élections, qu'il sorte les résultats qu'il veut, c'est vous donner la légitimité à Hun Sen. Et un régime légitime va servir la mafia, va blanchir l'argent, va coopérer, aider la Chine, renforcer la Chine dans sa politique d'expansion mondiale. Voilà. Merci. Merci. Madame, et peut-être interagir, parce que j'entends bien l'alerte et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Saint-Massy. Malheureusement, il n'y a que toi. Enfin, on se bat. Ensemble, on a gagné les sanctions sur le tout sauf les armes. Alors, tout le monde disait que c'était perdu. Mais je veux dire, dans le Parlement, à l'Assemblée, au Sénat, il n'y a pas de voix qui montre qu'il y a une prise de conscience. Et même à l'Élysée. Et la petite histoire, quand Hun Sen, après avoir rendu visite et reçu tapis rouge par des dirigeants occidentaux comme Macron,
le 13 décembre dernier, était reçu à l'Élysée. Eh bien, quand Hun Sen est rentré au Cambodge, il a dit « Macron et moi, nous avons décidé de devenir des frères. Nous sommes des frères. » Macron m'a conseillé, m'a dit « Vous devez rester au pouvoir encore 3 ou 4 ans. Parce que je vous vois très en forme, le Cambodge a besoin de vous. » Que Macron ait dit ça, c'est terrible. Et au lendemain de sa visite à l'Élysée, Hun Sen a fait 3 choses. Il a fait 3 choses qui a fini par tuer la démocratie, tout espoir de démocratie. Premièrement, il a fait arrêter un vice-président du parti de la bougie. Donc, ça veut dire qu'il va s'attaquer à ce seul parti d'opposition. Après, il a fait condamner Saint-Thierry, quelqu'un de la société civile, très brillante, la nationalité américaine, il est toujours en prison maintenant. Et troisièmement, il a fait fermer la voie de la démocratie, le seul média encore indépendant. On dirait que Macron a encouragé Hun Sen, après ce que Hun Sen a rapporté de sa rencontre avec Macron. On dirait que cette rencontre a servi à Hun Sen de légitimer les 3 actes terribles qu'il a commis pour tuer la démocratie au Cambodge. Il est temps que l'Occident prenne conscience et ne se comporte pas d'une façon si puérile avec Hun Sen. Mais alors là, j'aimerais intervenir, parce que certes, que l'Occident ne prenne conscience, je pense que l'Occident prend conscience et qu'il est dans une espèce d'inquiétude, voire de panique. C'est pas ça, c'est... Et après, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est-à-dire que vraiment, comment est-ce qu'on peut aider le Cambodge à desserrer l'étau chinois ou essayer de donner un espace d'air salutaire à la jeunesse, par exemple? Il faut passer par des élections. C'est là le point faible de Hun Sen. Et là, c'est la demande la plus légitime qu'il puisse avoir, demande du peuple cambodgien et demande de la communauté internationale. C'est respecter les accords de Paris qui parlent d'élections authentiques, donc libres, équitables, de vraies élections. Et le contraire d'authentique, c'est des fausses élections. Il y a une fausse élection. Donc, il faut que l'Occident condamne ces élections, déclare que ces élections ne sont pas légitimes et que tout régime issu de telles élections n'est pas légitime non plus. Enlever la légitimité au régime de Hun Sen, c'est déjà un premier pas, un pas naturel pour affaiblir ce régime. Si vous continuez à reconnaître Hun Sen comme un premier ministre légal avec un régime légitime, et bien vous entretenez la situation actuelle. Donc c'est tout à fait naturel qu'au vu des constatations, des opinions exprimées par tous les observateurs internationaux, il faut dire qu'une élection sans opposition n'est pas une élection. Quand Hun Sen a dissous le parti du salut national, il a dissous, donc empêché ce parti de prendre part aux élections suivantes. Non seulement il a dissous ce parti, mais il s'est emparé de toutes les positions électives que le parti a obtenues par suffrage universel et il les a redistribuées à ses partisans. Mais c'est la négation du suffrage universel. Et l'Occident qui garantit la démocratie au Cambodge n'a pas réagi tellement. Mais maintenant, c'est la goutte qui doit faire déborder de vase. Quand Hun Sen décide déclare que le parti de la bougie, qui remplace en quelque sorte le parti du salut national, n'a pas le droit de présenter aux élections sous un prétexte futile, grotesque, kafkaïen. Hun Sen dit non, le parti de la bougie ne se présentera pas à l'élection. Conséquence, dans 2 mois, le parti de Hun Sen va remporter 100% des sièges à l'Assemblée nationale. C'est le maintien et la confirmation du retour à un système de parti unique. Mais jusqu'à quand vous allez traiter avec Hun Sen comme si de rien n'était? En anglais, on dit business as usual. Avec de telles perversions de la démocratie et surtout une violation
du désir du peuple cambodgien qui ne demande qu'à s'exprimer, eh bien, il n'a pas le droit de s'exprimer. Il n'y a pas d'élection. Il veut voter pour un changement qui pourrait incarner par l'opposition, mais là, l'opposition a été éliminée avant même le jour du vote. Mais c'est intolérable. Il faudrait une réaction beaucoup plus forte que ça. Oui. Je voulais dire une chose. Ça fait longtemps que je me préoccupe de la question de l'influence chinoise et de l'influence russe. À l'époque où on me traitait de va-t-en-guerre, que je n'avais pas compris, qu'il fallait discuter avec ces pays. J'ai noté une chose ces dernières années. Il y a 4 ans, 5 ans, on me disait tu es fou de parler avec les pays d'Europe de l'Est, ils sont anti-russes, et par ailleurs, ils ont passé le format 17, 16 plus 1, 17 plus 1 avec la Chine. J'ai passé beaucoup de temps dans un tout petit pays qui s'appelle la Lituanie, où j'ai, disons, une bonne relation avec les dirigeants, et en tous les cas me demandent avis de temps en temps. Et je leur ai montré le parallèle du fonctionnement de l'ancien régime soviétique et du régime post-soviétique construit par Poutine avec celui du régime chinois. Il y a eu cette audace d'ouvrir une représentation, non pas de Taipei, mais de Taïwan officiellement, et c'est le premier pays qui est sorti. Aujourd'hui, si on fait le calcul, ils ne sont plus 17, ils ne sont plus 13, puisque Prague, pour avoir passé beaucoup de temps d'ailleurs aussi avec les responsables tchèques, ont pris conscience de ça. Je crois que dans l'Europe, parce que l'Europe aura un rôle central, les États-Unis seront là d'une certaine manière en soutien. Et il faut reconnaître que quand Joe Biden est allé au sommet ASEAN, il a quand même dit des choses qu'on aurait aimé entendre de la part du président français à destination de Hun Sen et sur sa manière de gérer le pays. Mais en tous les cas, je suis persuadé que, y compris l'erreur, à mon sens, qu'a constitué le voyage, en tous les cas la teneur du voyage d'Emmanuel Macron en Chine, a provoqué, et je le vois parce que je passe de pays en pays en Europe, un sentiment qu'on ne peut plus attendre des vieilles démocraties de l'Europe occidentale, Allemagne, France, voire même dans lequel je mettrais Italie ou Espagne, une capacité de réaction, que le centre de gravité se déporte vers l'Est, que la question du politique, de la liberté de la nation est beaucoup plus fortement portée par ces pays. Bien sûr, il y a le cas emblématique de l'Ukraine qui est en train de se constituer totalement comme nation face à la guerre d'agression de la Russie, mais je crois que ces pays-là sont essentiels pour demain peser sur ce que l'Europe osera faire ou pas faire. Quand je disais au début de mon intervention, vous n'étiez pas là, mais je suis étonné de voir en gros un discours latent, plus que latent, puisque je fréquente beaucoup les instances européennes de la part de l'Union européenne, en disant il faut non pas découpler, mais dérisquer avec la Chine, et pour dérisquer, pour ça il nous faut d'autres centres de production. L'ASEAN et ce qu'ils appellent les nouveaux dragons économiques, dont le Cambodge notamment, sont l'alternative. Si on arrive à expliquer quand même aux instances européennes que aujourd'hui le Cambodge, même la Thaïlande, le Vietnam ne sont pas des instruments autonomes, ne sont pas des alternatives à la Chine, mais sont demain pour la Chine des supplétifs à leur pouvoir, la bonne voie, si on veut créer dans la chaîne de production une alternative à ce que représente encore aujourd'hui la Chine dans la chaîne de valeur, ce n'est pas nécessairement, en tous les cas, vers ce type de pays, en tous les cas, pas vers les régimes qui sont en place actuellement et qui se sont mis en domination chinoise, qu'il faut se tourner. Et ça, c'est, je crois, un travail que j'étais à Vilnius pour le grand colloque sur l'avenir du monde et l'avenir de la démocratie. Je suis étonné parce que même avec les représentants polonais, on m'entend, on me comprend à présent. Je veux dire, ce n'était pas tout à fait le cas avant. Donc je crois que ce travail de réflexion et d'influence, et notamment à l'est de l'Europe, où la conscience est beaucoup plus vive, qu'on n'est pas simplement un grand marché unique, où finalement il est important d'importer, d'exporter et aussi
je dirais, de maintenir un marché ouvert aux quatre vents, qu'il y ait une autre façon de construire l'Europe et les États qui la composent avec une vraie réflexion géopolitique fondée sur la défense réelle des valeurs qui nous unissent autour de la liberté et de la démocratie. Je pense que c'est quelque chose, en tous les cas, je serai prochainement à Prague à nouveau, et nous aurons à nouveau cette discussion. Et j'ai été étonné, Prague, il y a 3 ans, il ne fallait pas parler de quitter l'accord 17+1 avec la Chine. Aujourd'hui, la décision a été prise par le nouveau président et avec sa majorité et avec le soutien des 2 chambres. Donc ça va devenir effectif. D'une certaine manière, même l'Italie a renoncé très récemment à rentrer, un gouvernement que tout le monde fustige pour ses positionnements très à droite, mais néanmoins très attentiste, a décidé de rompre l'accord qui était d'intégrer le partenariat. Il faut que, à mon sens, les États européens acceptent de comprendre leur propre dépendance aujourd'hui à la Chine et leur propre soumission à ça et la combattre pour pouvoir porter un message à l'extérieur et vis-à-vis de ces pays-là. Mais c'est mon analyse de politique que je partage et que j'essaye de diffuser. Qu'est-ce que tu poses une question? Oui, tout à l'heure, je voulais intervenir un petit peu à propos de la... vous parlez de l'économie du Cambodge. Vous savez que, comme mon président vient de vous parler tout à l'heure, que l'investissement de Chinois au Cambodge, y compris l'acquisition sur la terre, les terrains. En plus, les Chinois ont amené des choses bizarres. C'est-à-dire, vous vous rendez pas compte, c'est l'histoire de Covid, pendant le Covid. Les femmes, les vaccins Covid. Et les Cambodgiens se servent pour un cobaye des vaccins chinois. Combien de Cambodgiens perçu tout ça? Et combien de fois les Cambodgiens ont obtenu tous les vaccins? Et les Chinois ont profité, tout le monde, pour investir, pour bénéficier de ces richesses. Combien de cette année il a bénéficié des milliards de dollars parce qu'il a vendu tous les produits du vaccin. Voilà, c'est ça aussi. Et d'une part, le port, à Sihanouk, et tout ça, les Chinois commençaient à investir au nom de notre, comment on appelle, les nantis khmer. Par exemple, le sino, comme vous parlez, le diaspora sino-khmer. Tout ça. Donc, il y a des choses qui... Les Chinois ont investi directement et indirectement dans le Cambodge, à façon de dire que mon patron vient de dire aussi, Marcia, des trucs de très sous table, de passer sous table, de passer avec le Samichi, Hun Sen et tout ça. Voilà, c'est ça que je voulais vous parler. Si peut-être j'ai mal m'exprimer, mais excusez-moi, parce que il me manque quelques éléments que vous devez parler aussi pour votre recherche. Oui, merci beaucoup. Non, effectivement, c'est des éléments supplémentaires par rapport à l'ensemble de la présentation que j'ai donnée. Il est clair, et je crois que vous avez raison de le rappeler, la période de pandémie, la Covid 2020, 2021, 2022, peut-être même jusqu'à maintenant, la pandémie n'est pas complètement arrêtée. Le virus circule toujours, il y a une question d'immunité qui est plus élevée aujourd'hui. Probablement cette période-là, on le voit, côté chinois, a induit 2 choses. La fermeture de la Chine accélérée, c'est-à-dire une sorte de repli sur soi qui était déjà vrai auparavant, difficulté d'accès au territoire chinois depuis le début de la mandature Xi Jinping il y a 10 ans, des questions de visa, des questions de possibilité d'évoluer sur le territoire chinois avec différentes activités, y compris des activités économiques tout à fait banales, si je puis dire, avec un renforcement des contrôles. Ce qui renvoie à l'image d'une fermeture de la Chine sur elle-même.
La période Covid a considérablement accéléré cela, et quelque part, la pandémie, le Covid, le virus, etc., a été un atout, en tout cas un outil pour le régime, pour le Parti communiste chinois, d'opérer à ces choix-là de fermeture. Et l'autre tendance qui est vraie et qui est encore vraie aujourd'hui, c'est une offensive en dehors de ses frontières, diplomatique, le vecteur sanitaire à travers les vaccins, sous couvert d'une diplomatie sanitaire chinoise, des routes de la soie, peu importe les termes, mais en tout cas on voit bien les faire chercher les intentions à demi cachées chinoises, qui a été vrai aussi. Et ça se traduit par, depuis le début de l'année 2023, l'offensive tous azimuts, en tout cas ce que j'appelle l'offensive tous azimuts chinoise diplomatique, en Asie, au Moyen-Orient, échec là en Europe et en Ukraine, parce que c'est loin de son environnement stratégique, c'est compliqué pour la Chine de comprendre et de maîtriser l'environnement ukrainien d'ailleurs en Ukraine, mais en direction de la Russie, c'est vrai, du continent africain, de l'Amérique latine. Et si on revient au Cambodge, dans ce que vous précisez, ce que vous définissez, il est évident que, comme vous dites, servir de cobaye pour la recherche médicale entre guillemets chinoise dans le cadre de la pandémie de Covid est malheureusement un des effets de cette survassalisation, du fait que la Chine a investi, non pas au Cambodge, mais a investi le Cambodge. La formulation est idoine. Merci, monsieur. Est excellent. Ça montre bien les points de vulnérabilité très avancés de pays, d'États, de sociétés comme le Cambodge, qui sont entre les mains du régime chinois, entre les mains de la Chine. On peut même, alors on est filmé, mais on peut même le dire, de façon détendue, on peut dire que le Cambodge fait le... À ce que vient de dire Emmanuel Béron, le Cambodge est évidemment un laboratoire de cette concurrence entre systèmes politiques qui a été larvé pendant très longtemps et qui, depuis l'arrivée de Xi Jinping, prend clairement une note anti-occidentale. Et là, moi, ça nous renvoie quand même aux années 91-92. J'étais jeune thésarde et je travaillais sur l'ASEAN. Le Cambodge n'était pas dans l'ASEAN, mais déjà quand même, on s'interrogeait sur les questions de culture politique. Et je pense qu'elles ont beaucoup d'importance parce que ça sera peut-être un des canaux par lesquels on pourrait se rapprocher de l'Asie du Sud-Est, parce que tout ce qu'on a fait quand même depuis les années 80 n'a pas véritablement fonctionné sur le plan politique. Alors, donc le Cambodge, vitrine, je dirais, de cette concurrence, et en fait, elle est très ancienne. Elle date évidemment d'avant Xi Jinping. On se souvient quand même que les Khmers rouges ont trouvé leur soutien en Chine, et que le drame cambodgien est quand même très fortement lié à la volonté chinoise de disposer de relais en Asie du Sud-Est. Donc, le Cambodge a très tôt été identifié par Pékin comme un espèce de ventre mou, un ventre traumatisé par lequel il pourrait agir. Et il est évident que le coup de force de Hun Sen en 97, après la difficulté à installer des institutions viables, le coup de force de Hun Sen en 97 n'est pas arrivé par hasard, il est arrivé au moment de la crise asiatique et au moment où la Chine a vu dans cette crise du sud-est asiatique, cette crise économique et financière, une opportunité majeure pour réinvestir ce théâtre, se présenter surtout comme un leader naturel dans la région. Et là, déjà, la Chine ayant une capacité incroyable à se projeter dans le long terme et à s'organiser en sorte que ces visions soient mises en œuvre, a déjà utilisé, je dirais, ce Cambodge pour affaiblir l'ASEAN qui était à un point de basculement réformateur, dont on se souvient et qui a finalement reculé. Et je ne pense pas que Hun Sen aurait entrepris ce coup de force s'il n'avait eu le soutien
de Pékin. Donc ça, c'est un premier point. Je veux dire par là que cette question du Cambodge et des relations très particulières entre la Chine et le Cambodge joue énormément. Et puis cette très lente régression politique, mais très profonde, autour de ce Premier ministre. J'imagine que ça a été largement abordé, donc je n'ai pas envie d'aller trop loin. Mais effectivement, cette obsession du pouvoir, cette obsession du contrôle, cette obsession narcissique de la puissance qu'incarne Hun Sen au détriment des aspirations, je dirais, des Cambodgiens, eh bien, on y a assisté de façon tout à fait impuissante. Alors, impuissance de la région et impuissance de l'ASEAN, dont il faudra parler, et puis impuissance de l'Occident. Enfin, je vous rappelle quand même que le Cambodge est un des pays, je crois que c'est le pays qui a reçu le plus de soutien financier des institutions internationales, et notamment de l'ONU, pour se relever après les accords de Paris. Donc il y a là quand même une question centrale sur laquelle on doit s'interroger, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Et ça, on pourra ensemble et de façon comment dire, interactive, vraiment essayer de comprendre afin, à nouveau, de voir si on peut aujourd'hui réagir. Et ce qui me semble quand même intéressant, c'est que Hun Sen, vous vous en souvenez, quand il a finalement intégré l'ASEAN, puisque l'ASEAN a quand même réagi à son coup d'État en juillet 1997 en repoussant son intégration dans l'ASEAN, qui a eu lieu 2 ans plus tard. Hun Sen s'est tout de suite opposé à la réforme nécessaire de l'ASEAN et qui fait qu'aujourd'hui, l'ASEAN reste toujours un mollusque mou, qu'on utilise pour faire passer quelques messages ou se donner une façade. Et je vous rappellerai qu'à la dernière réunion au sommet de l'ASEAN en Indonésie, Hun Sen a critiqué l'évolution en Birmanie. Donc on a là quelqu'un qui utilise, si vous voulez, cette association régionale pour se donner vis-à-vis de l'Occident une façade présentable. Mais donc ça pose une vraie question. Donc une impuissance de l'ASEAN, mais également une impuissance de l'Occident. C'est-à-dire qu'on a sur toutes ces questions de relations entre la Chine et le Cambodge, on a des informations qui sont très très bien documentées, comme Emmanuel Véron l'a montré dans son exposé détaillé, et pourtant on n'arrive pas à convaincre ou à arrêter ce mouvement chinois. On n'y arrive pas. Moi, j'aimerais aujourd'hui, à nouveau, qu'on réfléchisse pour savoir ce qu'on pourrait faire pour cette opposition cambodgienne. Et je serais très heureuse d'entendre Sam Rainsy. Je l'avais interrogé il y a 5 ans à peu près maintenant, au moment des dernières élections. Je vous rappelle quand même que dans toutes les grandes villes du Cambodge, l'opposition était arrivée au moins à égalité avec le parti de Hun Sen. Donc il y a eu, si vous voulez, une captation, là aussi, on revient à une captation du pouvoir, une captation du flux politique par Hun Sen, qui aurait tendance aujourd'hui à vouloir mettre en place ce qu'on pourrait appeler une espèce de démocrature dynastique. Et là, il y a une vraie question, parce que la démocrature dynastique, on peut encore, je dirais, la comprendre, voire discuter avec les Singapouriens, parce qu'on n'est pas très très loin dans le cas de figure, si ce n'est que Singapour a pris position sur des sujets très sensibles comme la corruption, par exemple, et l'état de droit, dont on est très 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 loin, comme nous l'a montré Emmanuel Véron, au Cambodge. Mais néanmoins, là, la question se pose évidemment de savoir comment réagir
quand Hun Sen, qui a dit qu'il ne se qui en 17 disait qu'il ne se représenterait pas en 24, va probablement se représenter, et dans 5 ans, son fils, ou un de ses fils, se représentera. Donc là, il y a effectivement toute une réflexion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'aimerais quand même, aujourd'hui, simplement, je m'inquiète énormément de l'avenir de cette Asie du Sud-Est, et d'ailleurs, je m'inquiète plus largement du désintérêt européen pour l'Asie du Sud-Est. J'ai beau présenter des livres à des éditeurs sur ce que l'Asie du Sud-Est devient, et ça n'intéresse toujours pas. Donc, je crois qu'on n'a pas pris la mesure ici en Europe du danger, du risque que représente une Asie du Sud-Est qui va, je dirais, se vassaliser par rapport à la Chine, ou en tout cas qui n'aura pas d'autre solution que de suivre je dirais, la dynamique chinoise, et c'est vraiment à ça qu'on assiste. Néanmoins, ce que je constate, c'est qu'on a depuis quelques mois une vraie réaction américaine, mais qui va dans le sens d'une militarisation de la région, et on retrouve des rapports de force à peu près similaires à ceux qu'on trouvait pendant la guerre froide dans la région. Donc ça, c'est très inquiétant pour l'avenir de la démocratie, qui est quand même aussi notre sujet aujourd'hui, parce qu'on voit que les Américains, aujourd'hui, mettent en place des plateformes de résistance à cette poussée chinoise, et qui pourrait évidemment ne pas jouer en faveur d'une transition politique équilibrée. Alors, je crois quand même, il y a une chose qui m'impressionne à chaque fois, c'est qu'on soit au Cambodge, qu'on soit en Thaïlande, qu'on soit en Birmanie, la jeunesse n'hésite pas. La jeunesse n'hésite pas et souhaite cette transition politique. Et donc, on sait qu'au Cambodge, quand même, plus de 30% de la population a moins de 25 ans, je crois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette jeunesse, et comment peut-on l'aider à réaliser, je dirais, ce rêve d'un assouplissement des règles politiques. Je crois que ça, c'est aussi une des questions sur lesquelles je serais heureuse de vous entendre, Samranji, parce que c'est, à mon avis, et l'exemple thaïlandais, qui n'est pas tout à fait accompli, on ne sait toujours pas si Pita pourra former son gouvernement, mais enfin, l'exemple thaïlandais montre quand même que cette pression de la jeunesse, qui est une jeunesse parfaitement structurée et assez cohérente, permet quand même des changements qui vont plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du respect de la population et des souhaits de la population. Voilà, donc je suis désolée, c'est tout à fait... Mais face effectivement à cette captation des jeux politiques à laquelle on assiste depuis 25 ans, depuis 97, on est démuni, on est véritablement impuissant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? À chaque fois que l'Union européenne envoie un message en faveur d'un principe de droit ou quoi, on a l'impression que de plus en plus, d'ailleurs, que les gouvernements sont autistes, sont effrayés de voir à quel point la junte birmane, ou une scène, d'ailleurs, quand ça l'arrange, ça à ce moment-là, et des tendances qui sont quand même très inquiétantes. Voilà. Et ce qu'on pourrait imaginer comme avenir pour le Cambodge et pour l'Afrique. Merci. Juste un petit mot avant de donner la parole à Samranji, parce que vous l'avez interpellé plusieurs fois, et je pense qu'on attend tous effectivement son propos. C'était pas du tout décousu, c'était formidablement dynamique, et je ne peux qu'acquitter ce que vous dites, que j'ai eu la chance de dans une mission de réflexion pour le Sénat et pour la Commission des Affaires étrangères et de la Défense qui s'est ici
pas de rencontrer les responsables de la DEAN. Effectivement, le jusqu'au-bout est une belle expression. Alors, c'est vrai. Elle ne vient pas de moi. Elle vient d'un homme que vous avez probablement connu et qui était un homme, évidemment, parce que je qui est Jean-Claude Ponty, Oui. qui était l'ancien correspondant du Monde, que j'avais été interrogé en même temps que Dana Stroman, qui était le ministre des Affaires étrangères thaïlandais à Bangkok. Et Jean-Claude m'avait dit, mais la viande, c'est un mollusque. Oui, alors totalement dans cet esprit, j'ai été fasciné par l'organisation, mais je savais un peu sa diversité, sa complexité. En revanche, j'ai rencontré des représentants de l'Union européenne en Turquie. Vous faites la guerre. Franchement, j'étais affligé par le faible niveau. Alors, faible de connaissance, et quand je me dis, mais quelle est la cohérence? Parce que M. Charles Michel, dans ses grandeurs d'ouverture, quand elles sont afro-chinoises, elles sont pro-algériennes, a envisagé à terme un traité d'union commerciale entre l'Union européenne et précisément l'ASEAN. Je me dis, mais quelle est la cohérence de tous les accords de libre-échange passés avec certains pays, des accords de coopération, des systèmes préférentiels qui se présentent, mais aussi le Laos et la Birmanie. Comment vous harmonisez tout ça, si vous voulez faire? Aucune réponse, même pas le début du commencement. Donc je suis étonné, comme vous disiez, je partage tout à fait ce point de vue, malheureusement, notre pays, compte tenu de son histoire et des responsabilités qu'on a au regard des accords de 91 par rapport au Cambodge, le faible niveau, degré, on a très peu de chercheurs comme vous qui vous intéressez à cette région, et quand vous dites que vous avez trouvé du mal à trouver des éditeurs pour publier sur ces sujets-là, moi ça m'attriste totalement pour ce pays. Mais on a, je crois, totalement laissé en jachère et sans réflexion stratégique et politique toute cette zone. Voilà, c'était un petit commentaire personnel, mais qui va complètement dans le sens, et j'étais heureux d'entendre les arguments supplémentaires que vous m'avez donné à ce sujet. Peut-être que nous allons proposer à Sam Massy de prendre la parole, de commenter des choses qui ont été dites précédemment, mais surtout votre interpellation, madame. Je voudrais contribuer à répondre à cette question. Madame Sophie Boisseau-Rocher, cette question de savoir ce qu'on peut faire. On a écouté les intervenants, on comprend beaucoup mieux la situation, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, il faut d'abord prendre conscience. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une prise de conscience des enjeux de ce qui se passe en Asie du Sud-Est. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, Mme Boisseau-Rocher, témoigner que la société chinoise est extrêmement dynamique et une soif d'information, ce qu'on a pu voir pendant le Covid, mais ce qu'on a pu voir aussi à l'automne dernier, quand on avait des manifestations dans la rue où des gens demandaient la démission du président, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement rare en Chine. Le Vietnam est aussi très mal classé parce qu'on a un système un peu à la chinoise, on a un secrétaire général du parti qui s'est reconduit à la direction du parti en brisant le tabou qu'il y avait en Chine aussi. Normalement, un dirigeant fait 2 mandats, au bout de 10 ans, il s'en va, il laisse la place à une autre dirigeant. Là, on a un secrétaire du parti qui est en place depuis 2011 et qui a détruit toute forme de débat à l'intérieur du Parti communiste. Exactement ce qui s'est passé avec Xi Jinping en Chine. Et je ne peux pas ne pas mentionner le cas de la Birmanie, qui est vraiment le cas le plus inquiétant de mon point de vue. La Birmanie est le pays qui emprisonne le plus ses journalistes, la deuxième plus grande prison au monde pour les journalistes après la Chine. Actuellement, il y a 70 journalistes qui sont emprisonnés en Birmanie pour leur activité. Avant le coup d'État de février 2021, il y avait 2 journalistes en prison pour leur activité. Donc on a le nombre a été multiplié par 35 tout simplement. À côté de ça, on a des pays qui ont des systèmes démocratiques, d'état de droit et de liberté de la presse qui sont fragiles, mais qui sont plutôt encourageants, comme l'Indonésie, la Malaisie. On voit notamment que depuis la fin du président philippin
Duterte, qui est une sorte de Trump, arrive au pouvoir avant Trump aux Philippines, et dont le mandat a été traversé par de très grandes atteintes à l'état de droit et à la liberté de la presse, entre autres. Depuis l'élection de son successeur, qui est le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos, ce qui a beaucoup alerté la société civile philippine, les choses au final sont plus encourageantes. Et je fais mes mots, je parle d'encouragement, mais il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Mais donc voilà, on a cette Asie de l'Est et du Sud-Est qui est quand même, on sent, entre deux tendances, à la fois une tendance très dure, qui est symbolisée par le modèle chinois, qui s'expose en plus, qui s'expose et qui s'exporte, avec l'idée d'un pouvoir unique, central, autour d'un homme qui ne conteste aucun débat autour de lui dans son parti. Comme je le disais, on retrouve la même chose au Vietnam et on retrouve clairement la même chose au Cambodge, qui alors se situe dans notre classement. Le Cambodge se situe actuellement en 147e position sur 180 pays. Il recule. Il a reculé de 20 places en 5 ans, quelque chose comme ça. Et là, il a reculé de 5 places depuis l'année dernière. Mais j'ai voulu commencer en faisant une sorte de comparatif entre deux tendances en Asie du Sud-Est, parce que ça se retrouve beaucoup en Cambodge. À la fois au Cambodge, on a ce pouvoir très dur autour de la figure Hun Sen, qui concentre le pouvoir et élimine un peu toute forme d'opposition à l'intérieur du parti aussi. Mais à côté de ça, on a une société civile, et on va en parler un petit peu, qui est extrêmement dynamique au Cambodge. Une société très jeune, très connectée, plutôt bien éduquée. Et c'est là un petit peu que se fait je pense que le front se situe pour la démocratisation du pays. Très concrètement, j'ai rejoint Reporters sans frontières il y a bientôt 6 ans, en août-septembre 2017, et exactement à cette époque-là, entre août et septembre 2017, une trentaine de médias indépendants cambodgiens ont été supprimés. Le plus emblématique était le Cambodia Daily, qui était ce quotidien publié en anglais et en khmer, qui était vraiment un héritier des accords de Paris, des efforts de démocratisation de la société cambodgienne, notamment sous l'égide de l'ONU et de l'ASEAN et des différentes parties prenantes aux accords de Paris. Donc il jouait un rôle absolument fondamental dans la transition démocratique. La presse est considérée comme le 4e pouvoir à côté des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Et dans une transition démocratique, si on n'a pas de presse libre, c'est fini, ça ne marchera pas. La presse libre est le meilleur moyen d'adapter la presse. On dit souvent que c'est le meilleur moyen d'être sûr que toutes les autres libertés sont mises en place, sont garanties. Parce qu'on a justement des journalistes, des reporters, des journalistes, des citoyens qui peuvent publier clairement ce qu'ils ont vu, ce qu'ils voient sur tel chantier, sur tel cas de déforestation, etc. Donc, ça a été pour moi, voilà. Du coup, j'ai développé une dimension un peu affective dans mon activité de journaliste à Reporters sans frontières, et avec le cas cambodgien, où très vite on a senti qu'il y avait une attaque très symboliquement très forte, mais aussi concrètement délétère contre la presse. Donc j'ai parlé du Cambodia Daily. Il y a eu énormément de radios qui étaient financées, notamment il y avait Radio Free Asia, qui est un réseau de radio financé par le Congrès états-unien, qui diffusait énormément de programmes dans des radios communautaires, des radios locales, qui faisaient vivre vraiment la vie
communauté. Tous leurs programmes ont été interdits. Tout ça se fait par décret. Par décret du président du Premier ministre, pardon, Premier ministre Hussein. Et donc, c'est assez vite, j'ai senti le besoin, la nécessité d'aller voir sur place, de rencontrer les gens, parce que voilà, il y a cette société civile qui est très vivante. J'ai rencontré des acteurs de médias soit désabusés, soit terrifiés. Désabusés parce qu'ils ont vu leurs médias indépendants être interdits, purement et simplement. Et d'autres qui étaient terrifiés, c'était pas encore le cas, mais qui savaient que la survie de leurs médias dépendait de ce qu'ils allaient dire ou pas. Et ils savaient très bien, et je pense notamment à Radio France Internationale qui a réussi à maintenir dans un bureau sur place, mais voilà, si on veut garder un bureau, si on veut garder une présence, si on veut garder une influence sur le flux de l'information libre, on est obligé de ménager le pouvoir. Et c'est un petit peu la nouvelle donne depuis 5-6 ans. Excuse-moi, je pense que Radio France Internationale à Phnom Penh a fait plus que ménager le pouvoir. Oui, j'ai attaqué la présidente de France Média Monde en audition sur des pratiques journalistiques et je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne à Radio France à Paris qui parlait l'autre mer et donc qui pouvait contrôler le programme qui était fait par son rédacteur en chef qui nourrit une certaine, à l'époque, je ne sais pas s'il est toujours là, une certaine amitié précisément avec le Premier ministre. Les choses sont beaucoup mieux dites que d'accord. Très bien, donc voilà, c'est très. L'exemple de la France internationale est très symptomatique d'un média qui sait que s'il veut rester, s'il veut survivre, il doit ménager le pouvoir et ne pas être trop critique envers le Premier ministre. Et au final, si on regarde un petit peu le paysage médiatique actuel au Cambodge, on a 4 grands groupes qui détiennent tous les médias en public, dont le principal est détenu par Madame Mana, qui est la fille de M. Fontaine, et qui donc fait très attention à ce que toutes les informations soient favorables à papa, et bientôt à grand frère, évidemment. Et on a aussi, donc on va parler un petit peu de l'influence de la Chine, mais on a cette agence Fresh News qui a été mise en place justement au même moment où les médias indépendants ont été interdits, qui est vraiment une sorte de robinet à propagande, dont le but est vraiment d'occuper le terrain sur Internet, sur les réseaux sociaux, en balançant des vidéos constantes, des informations pures, mais qui permet d'occuper le terrain et qui s'inspire beaucoup des modèles de médias chinois, notamment qu'on appelle en chinois le Global Times anglais. Et il y a une anecdote aussi assez intéressante en 2018, je crois, le ministère de l'Intérieur avait publié beaucoup de communiqués pour célébrer la création de sa chaîne de télévision qui s'appelait en anglais, du coup ils avaient choisi un nom en anglais qui était Nice TV, qui était financé à 100% par des fonds chinois de la province du Hubei, je crois, et qui était vraiment la mise en scène de tous les actes de répression de la police cambodgienne contre la société, contre les criminels de droit commun, mais surtout contre les manifestants, les opposants, et tout ça a été institutionnalisé comme quelque chose de très harmonieux, comme on dirait en anglais. Il y a aussi ce rêve qu'on voit se dessiner depuis quelques temps aussi, de créer une sorte de grande muraille cambodgienne, un peu comme la grande muraille qui existe en Chine. C'est-à-dire qu'en Chine, si on veut aller sur Wikipédia, on ne peut pas. Il faut passer par des réseaux différents, et sur Facebook, Twitter, par exemple, on ne peut pas y accéder, c'est bloqué. Et le Premier ministre
Sen a signé un décret en début d'année qui vise à créer une sorte de point d'accès unique pour tout l'Internet chinois, de sorte que le gouvernement pourrait contrôler tout ce que consultent les 15 millions d'internautes cambodgiens. Fort heureusement, l'informatique est compliquée, et c'est pour l'instant le rêve d'une grande muraille cambodgienne n'a pas encore pu se réaliser, mais ce type d'assaut contre la liberté d'information sur Internet est très symptomatique de la volonté d'écraser toute forme de société civile au Cambodge. Ce à quoi on a assisté ces derniers mois confirme clairement ça. Un peu comme ce que j'avais vécu en arrivant à Reporters sans frontières il y a 6 ans, où très clairement Hun Sen a commencé une guerre contre les médias indépendants. Il a gagné cette guerre, au point par exemple qu'il y avait aussi cet excellent quotidien qui était le Phnom Penh Post, qui a été racheté par un média malaisien proche du Premier ministre. Et très vite, la moitié de la rédaction a démissionné parce qu'ils ont compris qu'ils allaient ne plus pouvoir travailler comme d'authentiques journalistes. Mais je vais revenir sur cette idée d'une société civile très dynamique, très active, très exigeante. À Reporters sans frontières, nous avons un partenaire, une ONG cambodgienne qui s'appelle le Centre cambodgien des médias indépendants, qui là aussi est vraiment une organisation héritière de l'esprit des accords de Paris, de la volonté de reconstruire un Cambodge démocratique, ouvert sur la société civile, et dont le but est vraiment de défendre les droits des journalistes, de former les journalistes aussi, notamment de former des journalistes citoyens, c'est-à-dire d'apprendre aux gens comment recueillir une information, vérifier une information, publier une information, revérifier l'information, les bases du journalisme, et créer une sorte de nouvelle génération de journalistes dans le pays. Donc, le centre des médias indépendants survit. Son émanation la plus symbolique était ce média qui s'appelle La Voix de la démocratie, mais qui a survécu plus ou moins à la vague de répression qui a eu lieu il y a 6 ans. Ces programmes radio ont là aussi été interdits, mais voilà, il a pris le relais sur Internet et joue un rôle extrêmement important dans la diffusion d'informations indépendantes sur la société cambodgienne et la politique. Et ce dernier bastion de la presse indépendante a été supprimé. La licence d'exploitation du média a été supprimée par décret en début d'année pour un prétexte de la publication d'une information qui aurait été fausse, notamment la publicité au gouvernement. On a beaucoup aidé les gens de VOD à essayer de se défendre sur le front du droit. Quand on est face à des tribunaux qui ne sont absolument pas indépendants, ne sert à rien. Donc c'était un symbole très, très douloureux, parce que c'est vraiment le dernier bastion d'une presse un peu libre qui a été supprimé. Alors, une autre émanation du Centre des médias indépendants, c'est ce qu'on appelle l'Alliance des journalistes du Cambodge, Cambodia, qui est une nouvelle émanation. On voit à partir de ces émanations que voilà, il y a cette société civile qui est créative, qui ne veut pas marcher sur les pieds, qui ne veut pas laisser Hun Sen et son clan prendre tout le pouvoir sur la société cambodgienne. Et je pense que c'est vraiment là que se situe l'enjeu d'une information indépendante, c'est sur ces nouvelles formes de narration qu'on trouve sur le numérique. Et le problème, c'est que, je vais finir sur ce problème qui là
dépasse les frontières du Cambodge. Mais la plupart des internautes cambodgiens passent par Facebook. Facebook qui n'a absolument aucune transparence quant à ses algorithmes, qui ne fait montre d'aucune responsabilité quant à la diffusion d'informations fiables. C'est très facile pour les gouvernements de manipuler les algorithmes pour que les informations favorables au gouvernement soient plus mises en avant que celles qui sont plus indépendantes, justement. Et je finirai par cette anecdote. On avait fait une recherche en 2019 sur les amis, les friends de M. Hun Sen sur Internet. Alors déjà, il y avait plus d'amis que d'internautes cambodgiens. Et la plupart étaient basés aux Philippines, en Inde et au Brésil. Voilà un peu comme... Mais bon, voilà, le problème, c'est que tous les postes de M. Hun Sen, grâce à tous ces internautes indiens, philippins et brésiliens, trouvent toujours en première ligne quand les Cambodgiens consultent Internet. Si tu me permets un petit insert, je crois qu'il était très choqué de voir que Sam Rainsy, ici présent, avait pratiquement 5 millions d'amis, et à l'époque, il en avait 1,5 million. Donc, les suicides à trolls du sud-est asiatique ont bien fonctionné. Peut-être que M. Rainsy, Sam pourra nous dire un mot là-dessus après ton intervention. Je le laisse gagner. Avec de toute façon, avec les armes comme ça, on voit que c'est pas un combat très juste. Mais voilà, je finirai quand même sur cette idée que même société civile est quand même très dynamique. Alors bien sûr, les élections, on sait comment ça va se terminer, mal. Mais je sais déjà que les journalistes cambodgiens ne se laisseront pas faire. Que pour l'instant, ils n'ont pas envie de se retrouver en prison, donc je vais ce profil-là, clairement, mais qu'à partir du mois d'août, ils vont revenir à la vie. Et voilà, et nous on sera là pour les soutenir en tout cas. Je vous remercie beaucoup. J'avais une petite question, puis je passerai peut-être la parole aux gens qui veulent poser des questions qui te sont destinées sur ces sujets-là. On a vu, il y a eu des élections en Thaïlande, on a un changement de gouvernement dont on peut espérer, en dépit du rôle de l'armée, du poids institutionnel de la monarchie et du Sénat, absolument. On peut espérer que de ce côté-là, dans la région, même si les choses ne sont pas aussi simples que ça en Thaïlande, en tous les cas, pour la liberté de la presse, est-ce que tu penses que ça peut être quelque part aussi un moyen, un relais pour les journalistes, pour un certain nombre de médias, je dirais cambodgiens, qui ont des difficultés, peut-être de diffuser, d'émettre, de faire passer de l'information? Traditionnellement, la Thaïlande est un haut lieu d'accueil des dissidents de Chine, d'Asie du Sud-Est. Alors, je travaille énormément sur la Birmanie et on a évidemment beaucoup de journalistes birmans qui sont passés de l'autre côté de la frontière thaï. De même, beaucoup de Vietnamiens sont là-bas, les Chinois aussi. La Thaïlande, jusqu'à maintenant, était extrêmement hypocrite. On avait un régime militaire et post-militaire depuis 2014, avec le général Prayut qui était au pouvoir, avec un pouvoir sans grand partage, et qui s'arrangeait facilement avec les régimes limitrophes pour extrader des réfugiés. On pouvait avoir le statut de réfugié en Thaïlande, mais c'est arrivé pas plus tard qu'il y a 3 semaines, un Vietnamien, un journaliste vietnamien qui était réfugié en Thaïlande, a été enlevé vraisemblablement par des agents vietnamiens avec la complicité de fonctionnaires thaïlandais. On est sans nouvelles. On sait qu'il est rentré au Vietnam, mais là, ça fait 3 semaines qu'on est sans nouvelles. Ce qui ne ressemble pas en plus à ce que font les Vietnamiens d'habitude. Il y a un vrai espoir en Thaïlande que ce genre de comportement change, parce que voilà,
on avait quand même, on a depuis 2021 maintenant une junte absolument intraitable en Birmanie, et le pouvoir post-militaire du général Frayou était très content d'avoir une junte de sœurs de l'autre côté de la frontière. Là, les choses s'avancent vers une alternance en Thaïlande, en sachant que le pays est toujours soumis à des coups d'État presque décennaux. Donc les choses vont être assez déterminantes, je pense. Mais ça pourrait. Après, voilà, il n'y a pas énormément d'autres lieux de refuge pour les journalistes cambodgiens. Après, voilà, on a en Malaisie, la liberté de la presse s'est beaucoup ouverte ces derniers temps. Après, l'un des gros problèmes de l'ensemble de la région, c'est l'autocensure dans les médias. C'est-à-dire que même si les journalistes ont envie de publier des articles percutants, qui sont très bien, factuellement très bien construits et qui peuvent être critiques justement critiques envers des pouvoirs locaux ou nationaux, souvent les rédacteurs en chef vont devoir prendre en compte ce que leur disent leurs propriétaires, qu'eux-mêmes sont proches des pouvoirs politiques. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, alors l'exemple le plus symptomatique, c'est Singapour, qui est une sorte de Suisse de l'Asie, mais qui impose la vérité, qui est une sorte de régime, qui devient une sorte de régime orwellien, où le ministère de l'Intérieur peut dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est exactement le ministère de la vérité dans 1984 de Jean Georges. Et tous les pays de la zone regardent vers Singapour en disant donc voilà, c'est très. On est dans une zone grise vraiment, et c'est pour ça que c'est très important de défendre les droits humains en général et ce genre de liberté civile. J'en profite pour signaler la présence d'un journaliste émérite, Richard Berly, qui est caché un petit peu de ce côté-ci, qui s'occupe de la rédaction française du journal suisse Blick, avant de s'être occupé du temps, et qui par ailleurs dirige un média en ligne francophone qui s'appelle Gavroche Thaïlande, et qui effectivement qui accueille sur les pays alentours des voix qu'on n'entend pas dans les autres pays, qui restent encore des moyens d'informer